Aujourd'hui, on va démontrer la célèbre relation E égale mc2 et surtout voir quel peut bien être le rapport entre cette équation qui relie la masse à l'énergie et la théorie de l'espace et du temps qu'est la relativité restreinte. Retour dans le monde de la physique fondamentale pour s'attarder sur l'une des équations les plus célèbres de la physique, E égale mc2. Lorsqu'on pense à la relativité, c'est sans doute ce qui vient en premier en tête à une majorité de personnes. Cependant, la relativité restreinte est une théorie de l'espace et du temps, et on se trouve ici avec une équation qui relie les concepts de masse et d'énergie. On peut donc légitimement se demander quel raisonnement peut bien lier l'un à l'autre. C'est en 1905 qu'Albert Einstein publie cette théorie de la relativité restreinte. Elle nous parle du concept d'espace-temps, qui devrait plutôt s'appeler le continuum des événements, qu'on peut donc définir comme l'ensemble des événements passés, présents et futurs. La relativité nous dit que tous les observateurs partagent le même continuum, mais que chaque observateur a son propre système de coordonnées. C'est-à-dire que les positions et les dates apparentes de chaque événement diffèrent d'un observateur à l'autre. Dit autrement, chaque observateur utilise un repère différent, une grille différente d'espace et de temps pour appréhender ce continuum des événements. La relativité fournit également les formules pour passer du système de coordonnées spécifique à un observateur à celui d'un autre observateur, et dans certains cas, ceci se traduit par des effets contre-intuitifs célèbres, comme la contraction des longueurs et la dilatation du temps. On a donc bien ici une théorie qui nous parle de l'espace et du temps, ou plus précisément de la subjectivité de ces deux notions. Le décor étant maintenant planté, on peut donc se demander comment tout ceci va aboutir à notre équation célèbre reliant la masse à l'énergie. On peut commencer à sentir ce lien en considérant des quantités classiques comme l'énergie cinétique, c'est-à-dire la part de l'énergie des objets qui dépend de leur mouvement, et la quantité de mouvement, qu'on peut comprendre de manière intuitive comme le recul qu'un objet nous communiquerait en cas de collision. Les formules classiques pour ces deux quantités font intervenir la vitesse v, et une vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Ainsi, lorsqu'on tente d'intégrer ces quantités classiques dans la théorie de la relativité restreinte, c'est à travers cette notion de vitesse que notre théorie de l'espace et du temps va s'exprimer, et ce faisant va relier les autres quantités présentes dans ces formules, comme la masse et l'énergie. Ça, c'était la version brève, pour commencer à sentir d'où notre équation célèbre peut bien venir. Mais on ne va évidemment pas s'arrêter là, on va démontrer ensemble cette équation, et ça peut se faire assez simplement au travers d'une petite expérience de pensée. Dans notre expérience de pensée, on va considérer comment l'énergie d'un système varie en fonction de deux transformations. Une transformation physique, l'émission de deux particules de lumière, de deux photons partant aux antipodes l'un de l'autre, et une transformation par changement de point de vue. On peut considérer se trouver ici dans le référentiel d'Alice, pour qui notre système est à l'arrêt et pour qui ces deux photons partent bien aux antipodes l'un de l'autre. Et on va considérer un autre observateur, Bob, qui, pour Alice, possède une vitesse v perpendiculaire à la direction d'émission de nos photons. Du point de vue de Bob, notre système est en mouvement et l'émission des photons semble être diagonale et venir vers lui. On va partir du point de vue d'Alice avant émission des photons et on va chercher à atteindre le point de vue de Bob après émission des photons. Et il y a deux manières d'y arriver. Première manière, on reste dans le référentiel d'Alice et on attend l'émission de nos photons. Notre système perd donc une certaine énergie E. Ensuite, on effectue un changement de point de vue pour passer de celui d'Alice à celui de Bob. Pour Alice, le système n'a pas de vitesse apparente. Pour Bob, il possède une vitesse. Et donc, passer ici du point de vue d'Alice à celui de Bob se traduit par un certain gain d'énergie cinétique de notre système. Mais on aurait pu regarder l'évolution de l'énergie dans l'ordre inverse de ces deux transformations. Passer du point de vue d'Alice à celui de Bob avant émission des photons, ce qui se traduit aussi par un gain d'énergie cinétique, puis considérer la variation d'énergie de notre système suite à l'émission des photons, mais en ayant maintenant le point de vue de Bob. Avec ces deux ordres différents pour considérer nos deux transformations, on part de la même situation initiale, celle du point de vue d'Alice avant émission, et on arrive à la même situation finale, celle du point de vue de Bob après émission. Et donc, la variation d'énergie selon chacune de ces deux routes doit être la même.
À ce stade, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer l'énergie perdue par notre système à la suite de l'émission de nos photons, mais du point de vue de Bob. La lumière est un phénomène ondulatoire, avec une certaine fréquence et une certaine longueur d'onde. Du point de vue d'Alice, on choisit donc des photons à une certaine fréquence et la même pour nos deux photons. L'énergie d'un photon est donnée par la relation E égale hf, le produit d'une constante h par sa fréquence. Dit autrement, l'énergie d'un photon est proportionnelle à sa fréquence. Il faut maintenant déterminer quelle est la fréquence apparente pour Bob de ces photons, et c'est ici qu'intervient la relativité restreinte. Elle nous donne les formules pour changer de référentiel et donc pour déterminer cette fréquence. C'est celle d'Alice multipliée par un certain facteur gamma dont on donnera la valeur un peu plus tard. Comme l'énergie des photons est proportionnelle à leur fréquence, on peut maintenant également conclure que, pour Bob, l'énergie apparente émise vaut celle d'Alice multipliée par ce facteur gamma. Pour aller plus loin, on va maintenant devoir injecter la formule de l'énergie cinétique classique que vous avez sans doute croisée dans votre scolarité, qui vous donne donc l'énergie qu'un objet de masse m et de vitesse v peut communiquer par son mouvement, ou à l'inverse, l'énergie minimum nécessaire pour le faire passer du repos, d'une vitesse nulle, à une vitesse v. Mais utiliser cette formule vient avec un petit bémol. Avec la relativité, on s'est rendu compte que notre physique classique était en fait une approximation d'une physique plus exacte, et que cette approximation n'était valable qu'aux faibles vitesses. Ainsi, lorsqu'on utilise notre expression classique de l'énergie cinétique, on doit garder dans un coin de la tête que le calcul qu'on est en train de faire n'est valable que pour des valeurs faibles de V. Mais du coup, maintenant que l'on sait que de toute façon on est en train de faire une approximation pour les faibles vitesses, on peut utiliser un peu de magie mathématique pour simplifier les calculs. Dans notre expérience de pensée, on a fait apparaître le facteur de Lorentz gamma, qui décrit les effets de la contraction des longueurs et de la dilatation du temps. La théorie de la relativité nous donne l'expression pour ce facteur. La voici. Elle dépend de la vitesse v entre les deux référentiels considérés, dans notre cas entre le référentiel d'Alice et celui de Bob. Mais on sent bien qu'avec une telle expression, les calculs vont devenir plutôt pénibles. Et c'est là qu'on peut utiliser notre astuce mathématique. Pour des valeurs faibles de la vitesse v, on peut remplacer cette expression par celle-ci. Pour les connaisseurs, ce qu'on fait ici, c'est un développement limité. Pour les autres, vous pouvez simplement constater sur ce diagramme que lorsque les vitesses sont faibles, les courbes correspondantes à ces deux expressions sont de plus en plus indiscernables. On peut donc maintenant retourner dans notre expérience de pensée et y injecter ces deux ingrédients, la formule de l'énergie cinétique classique, valable aux faibles vitesses, et notre approximation du facteur de Lorentz dans ce cadre. Tout peut maintenant se mettre en place. On sait que la variation d'énergie doit être la même sur nos deux routes. On a donc cette relation, qu'on peut réécrire ainsi. Si on injecte la formule classique de l'énergie cinétique ainsi que notre expression simplifiée pour le facteur de Lorentz, on arrive à ceci. Comme la partie gauche est non nulle, ça doit être également le cas de la partie droite. Ces deux termes correspondent à l'énergie cinétique apparente gagnée lorsqu'on passait du référentiel d'Alice à celui de Bob, l'un avant émission des photons, l'autre après émission. Cependant, lorsqu'on fait ce changement de point de vue, on se rend compte que ce qui concerne la vitesse ne change pas. Que ça soit avant ou après émission des photons, lorsqu'on passe du référentiel d'Alice à celui de Bob, notre système semble toujours gagner une vitesse v. Ainsi, la seule manière pour avoir un terme non nul à droite, c'est d'avoir une différence entre la masse de notre système avant et après émission des photons. Il ne reste plus qu'à réarranger notre expression pour trouver que la variation d'énergie de notre système, ici rayonnée, est égale à la variation de masse de celui-ci multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. Ou, si l'on étend le raisonnement à l'intégralité de l'énergie et de la masse de notre système, E égale mc2. Ce que cette formule évoque pour la majorité des gens, c'est le rapport entre matière et énergie. Il y a une part de vrai là-dedans, mais ce n'est pas ce qui rend cette formule si révolutionnaire. Un physicien va plutôt voir celle-ci dans le sens inverse, m égale E sur C2, c'est-à-dire comprendre que l'énergie totale contenue dans un système cause sa masse. On va en parler un peu plus tard, mais avant, on peut faire une petite parenthèse pour remarquer un autre élément étonnant que la relativité amène avec elle. Dans notre expérience de pensée, on s'est focalisé sur l'énergie,
On a regardé comment celle-ci évoluait en fonction d'émissions de photons et de changements de référentiel. Mais on aurait pu suivre une autre grandeur, la quantité de mouvement, qui quantifie le recul qu'un objet va imposer à un autre en cas de collision. Par exemple, si vous vous trouvez sur un skateboard et qu'on vous lance un sac de sable, on sent bien que ceci va vous communiquer du recul, et donc de la quantité de mouvement, qui va dépendre de la masse du sac et de la vitesse à laquelle on vous le lance. En physique classique, l'expression de la quantité de mouvement est simplement le produit de la masse par le vecteur vitesse. Là encore, on doit garder dans un coin de la tête que lorsqu'on utilise cette formule, on fait une approximation valable uniquement aux vitesses faibles. On va revenir à notre expérience de pensée pour remarquer que si on suit l'évolution de cette quantité de mouvement à la place de suivre celle de l'énergie, on arrive à une conclusion étonnante. Reprenons donc notre schéma avec nos deux routes et suivons l'évolution de la quantité de mouvement sur chacune. Dans le référentiel d'Alice, comme l'émission de nos photons est symétrique, il ne peut pas y avoir de variation de la quantité de mouvement de notre système suite à cette émission. Mais lorsqu'on passe ensuite du point de vue d'Alice à celui de Bob, comme notre système semble gagner de la vitesse, il gagne une certaine quantité de mouvement P, précisément mv, où m est la masse de notre système après émission des photons. Si on suit l'autre route, on commence par observer un gain de quantité de mouvement P', précisément m'v, où m' est la masse de notre système avant émission des photons. On observe ensuite une certaine variation de la quantité de mouvement pendant l'émission des photons. Là encore, on sait que nos variations doivent être égales sur nos deux routes, car on part de la même situation de départ pour arriver à la même situation finale. Comme on sait maintenant que le terme ici est non nul, on peut donc conclure que du point de vue de Bob, notre système perd de la quantité de mouvement lorsqu'il émet ses photons. Conclure donc, comme cette quantité doit se conserver, que chaque photon possède une quantité de mouvement. Autrement dit, si notre système n'avait émis qu'un seul photon d'un seul côté, il aurait nécessairement dû être dévié dans l'autre direction pour respecter la loi de conservation associée et assurer que la quantité de mouvement de l'ensemble ne change pas. Ainsi, ce qu'on démontre ici, et qui se trouve un peu en rupture avec l'intuition de la physique classique, c'est qu'un rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire de la lumière, des photons, ça possède une quantité de mouvement. Si on éclaire un objet d'un côté ou si celui-ci émet de la lumière, ceci va lui communiquer du recul. La relativité restreinte impose donc deux relations étonnantes. La première était le lien entre émission d'énergie et variation de masse. Et ici on voit un rapport entre une émission d'énergie et variation de la quantité de mouvement. Plus généralement, on se rend compte que dans le cadre de la relativité restreinte, ces trois grandeurs sont liées ensemble et que le concept de masse y est central. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par masse ? On ne doit pas confondre la masse avec l'idée intuitive de matière. La matière, c'est un objet, une structure. La masse, c'est une propriété du système que l'on considère. Une propriété qui quantifie à quel point ceux-ci vont résister aux forces qu'on leur applique ou à la quantité de mouvement qu'ils reçoivent. Plus un objet a de masse, plus il faudra exercer dessus une force importante, plus il faudra lui communiquer de la quantité de mouvement pour changer sa vitesse. Je vous invite à voir ceci comme une définition de cette propriété. La masse, c'est la grandeur qui mesure à quel point les systèmes résistent au changement de vitesse qu'on veut leur imposer. Et donc, lorsqu'un physicien considère l'équation d'Einstein dans le sens m égale E sur C2, ce qu'il souligne, c'est que l'énergie interne d'un système cause sa propriété de masse. Plus un objet possède d'énergie interne, sous quelque forme que ce soit, plus il résiste aux forces et aux changements de vitesse qu'on veut lui imposer. Comme on l'a dit, tout ceci est une approximation pour les faibles vitesses. Cette célèbre formule, E égale mc2, n'est valable que dans ce cadre, c'est-à-dire pour les objets au repos ou quasiment. C'est un cas particulier, une approximation issue d'une formule plus fondamentale mais moins célèbre du grand public, E carré égale mc2 carré plus pc carré, où P désigne, on le rappelle, la quantité de mouvement. On peut mémoriser facilement cette formule comme une relation de Pythagore sur un triangle imaginaire. Elle permet de distinguer deux classes d'objets. Ceux qui ont encore une énergie, même pour les observateurs qui les voient au repos, et donc sans quantité de mouvement, une forme d'énergie interne qui cause leur masse, et ceux pour lesquels leur énergie totale est intégralement issue de leur mouvement. On ne va pas démontrer cette relation dans cet épisode, pour ceci je vous renvoie aux épisodes mentionnés en fiche, mais on va l'utiliser pour comprendre en quoi l'énergie cause la masse.
Avec cette expression, on peut remarquer quelque chose d'étonnant. Prenons deux photons partant dans des directions opposées l'un de l'autre. Si on regarde indépendamment chaque photon, on n'a pas d'énergie interne et donc pas de masse. Leur énergie est intégralement cinétique. Dans ce cas précis, notre relation fondamentale relie ici directement leur énergie et leur quantité de mouvement. Mais si on regarde maintenant le système dans son intégralité, c'est-à-dire l'ensemble de ces deux photons, quelque chose d'étrange se produit. Comme le système est symétrique, il ne peut pas avoir de quantité de mouvement totale. Celle de nos photons internes s'annule mutuellement. En revanche, il a encore une énergie, la somme de celle de chaque photon. Mais s'il n'a plus de quantité de mouvement et qu'il a de l'énergie, alors notre relation fondamentale au niveau du système entier nous dit qu'il y a maintenant nécessairement une masse, ou plus précisément une valeur non nulle de cette propriété de masse, qui, on le rappelle, mesure la résistance au changement de vitesse. On a donc ici un système formé de particules indépendamment sans masse, et si on le considère dans son ensemble, ce système se met à avoir de la masse. Et ça mérite bien une dernière expérience de pensée. Considérons une boîte indestructible et de masse négligeable. La face interne de cette boîte est recouverte de miroirs et son volume est rempli de photons, qui vont donc infiniment rebondir à l'intérieur. Comme on l'a dit, chacun de ces photons est doté d'une certaine quantité de mouvement. Il communique un recul à ce qu'il percute. Supposons maintenant qu'on exerce une force sur cette boîte, qu'on la pousse vers la droite. On se rend compte qu'en le faisant, on va devoir lutter contre la quantité de mouvement communiquée par les photons à l'intérieur, de l'autre côté de la paroi sur laquelle on pousse. Et plus cette boîte imaginaire contient de photons, plus l'effort sera important pour lui faire gagner une certaine vitesse. En d'autres termes, notre système constitué d'éléments sans masse intrinsèque résiste d'autant plus au changement de vitesse qu'il contient d'énergie. Il exhibe un comportement de masse directement lié à son énergie interne. On a donc ici un mécanisme illustrant le vrai sens de la célèbre équation d'Einstein m égale E sur C2, en quoi le contenu interne en énergie est ce qui cause une valeur non nulle de la propriété de masse. La résistance des systèmes pour passer d'un état de repos à un état en mouvement ne dépend que de leur contenu interne en énergie. À l'issue de cet épisode, vous avez normalement deux questions. La première, c'est qu'en injectant de l'énergie dans des systèmes de la vie de tous les jours, comme par exemple en faisant bouillir 1 litre d'eau, on ne semble pas observer de variation de masse, ce qui semble paradoxal car la relation d'Einstein prédit que celle-ci est inévitable. La seconde question, c'est qu'on nous parle souvent du fameux boson de Higgs, ou plus précisément du mécanisme de Higgs, comme étant ce qui confère la masse à la matière. Et là encore, la relation d'Einstein semble donner une autre cause à la masse, son simple contenu en énergie. Pour répondre à ces deux questions, je vous renvoie vers l'épisode de Science étonnante sur E égale mc2, qui complétera parfaitement celui-ci. Cet épisode est maintenant terminé, je vous invite à consulter les fiches pour d'autres vidéos autour de ces notions, notamment celle expliquant d'où vient la formule plus exacte de l'équation fondamentale reliant masse, énergie et quantité de mouvement. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez soutenir la chaîne sur Utip ou Tipeee, mais surtout en partageant les épisodes qui vous plaisent aux personnes à qui ils peuvent plaire.